Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble les prédictions sur l'avenir des cryptos, histoire de se faire une idée claire de ce qui pourrait bien nous attendre en 2026. Alors, la grande question, 2026, est-ce que ce sera l'année de l'explosion pour les cryptos? Pour y voir plus clair, on va faire une synthèse des prédictions des experts et essayer de dessiner le paysage du marché à cet horizon. Alors, au programme, on commence avec la vue d'ensemble du marché pour 2026. Ensuite, on zoome sur les opportunités du côté des altcoins. On parlera aussi de l'état d'esprit à avoir en tant qu'investisseur et des outils pratiques à connaître. Et tout ça, ça nous mènera à une question finale, et elle est cruciale. Allez, c'est parti. On attaque avec la vue d'ensemble et pour ça, on va regarder les prédictions pour le leader du marché, le Bitcoin bien sûr. Alors accrochez-vous bien, certains analystes comme Jonathan Nowak voient le Bitcoin atteindre un nouveau sommet historique. Tenez-vous prêts, 150 000 dollars en 2026. Et là, ce qui est super intéressant, c'est que cette prédiction, elle ne se base pas vraiment sur des événements purement crypto comme les halvings. Non, non. Elle s'appuie sur des cycles économiques beaucoup plus larges. On parle du départ de Jerome Powell de la Fed, de baisse de taux d'intérêt qui pourrait être drastique, et donc d'une injection massive, vraiment massive, de liquidités sur les marchés. Bon, 150 000 dollars, ça fait rêver, c'est sûr. Mais avant de s'emballer, revenons un peu à la réalité. C'est toujours bien de confronter les grosses prédictions aux performances qu'on a vues récemment, histoire de tempérer un peu les attentes. Si on prend par exemple les chiffres partagés par Amadou Sek, on voit qu'un investisseur qui a tenu son Bitcoin sur la période 2024-2025 a enregistré un gain de 10%. C'est un bon rendement, attention, mais on est loin de l'explosion. Ça nous rappelle bien qu'il y a un monde entre les prédictions les plus folles et la croissance réelle, qui est souvent plus stable. Bon, le Bitcoin, c'est la locomotive du marché, on a compris. Mais derrière, il y a des milliers d'autres projets, les altcoins. C'est un univers à part, avec beaucoup plus de risques, mais aussi potentiellement beaucoup plus de récompenses. Allons y jeter un œil. L'idée, selon les analystes, c'est que cette énorme vague de liquidité qui pourrait pousser le Bitcoin vers le haut, eh bien, elle ne s'arrêterait pas là. Elle pourrait déborder et déclencher ce que dans le jargon on appelle une altcoin season, une période où tout d'un coup, les cryptos alternatives explosent et surperforment très largement le Bitcoin. Mais attention, hein, opportunité dans le monde des altcoins, ça rime avec volatilité extrême. Et l'analyse de SEC pour 2025, elle l'illustre à la perfection. Imaginez un peu, dans un même portefeuille, sur la même année, on pouvait avoir un altcoin connu comme Cardano qui perd un tiers de sa valeur et un autre, BNB, qui bondit de 70%. C'est ça le jeu des altcoins. Et pour le futur, justement, Jonathan Nowak a une idée bien précise de ce qui pourrait être la prochaine grande narrative. Il pense que 2026 sera l'année de la tokenisation d'actifs. On parle ici des RWA, les Real World Assets. En gros, l'idée, c'est de prendre des actifs du monde réel, comme de l'immobilier ou même de l'or, et de les représenter sous forme de jetons sur une blockchain. Et pour lui, c'est là que se trouveront les plus grosses performances. Toute cette volatilité, ça nous amène à un point qui est peut-être le plus important de tous. En crypto, le succès, ce n'est pas tant ce qu'on achète, mais plutôt comment on l'achète. C'est une question de stratégie. Prenons un exemple concret, le portefeuille d'Amadou Sek, justement. C'est une excellente étude de cas. Il a choisi de diversifier en repartissant son investissement à parts égales sur 7 cryptos différentes, un mélange des leaders du marché comme Bitcoin et Ethereum et d'autres altcoins populaires. Et là, c'est fascinant de voir les résultats. D'un côté, on a du plus 70% pour BNB, pas mal, mais de l'autre, on a aussi du moins 15%, moins 18%, moins 33% et même moins 47% pour d'autres lignes du portefeuille. Ça part vraiment dans tous les sens. Alors au final, avec un tel méli-mélo, est-ce que le portefeuille est dans le vert ou dans le rouge? Eh bien, le résultat final est là. Malgré plusieurs actifs en forte baisse, le portefeuille, dans sa globalité, a fini l'année avec une performance positive de 12%. C'est ça le point clé, 12%. Mettez ça en perspective avec les taux des livrets d'épargne traditionnels et on comprend tout de suite la puissance de la diversification. Bon, on a vu le quoi investir et le comment investir avec la diversification. Il nous manque le où. Où est-ce qu'on peut concrètement acheter des cryptos? Le choix de la plateforme, c'est une étape cruciale et pourtant souvent sous-estimée. Alors pour simplifier, on peut dire qu'il y a 3 grandes façons de s'y prendre, comme le résume bien Pierre Chip. On a les plateformes d'échange spécialisées, les courtiers ou néobanques et les produits financiers qu'on trouve en bourse. Et il faut bien comprendre que ce n'est pas du tout la même chose. La vraie différence, celle qui change tout, c'est une question de propriété et de contrôle. D'un côté, il y a les plateformes d'échange où l'on achète et détient réellement ses cryptos. On peut les envoyer sur son propre portefeuille, on en a le contrôle total.
De l'autre, il y a les produits boursiers où on ne possède pas la crypto. On s'expose juste à son prix, on parie sur sa hausse ou sa baisse, mais l'actif lui-même, on ne le touche jamais. Et c'est là qu'on arrive au cœur du sujet. Cette différence entre posséder et s'exposer, elle nous amène à la question finale, la toute première question qu'un investisseur devrait se poser avant même de commencer. Finalement, tout se résume à ça. Quel est l'objectif? Est-ce que c'est simplement une exposition financière, c'est-à-dire profiter des mouvements de prix, un peu comme on le ferait avec une action, dans un cadre simple et régulé? Ou alors, est-ce que le but est de détenir réellement ces actifs numériques, de posséder une clé, une partie de ce nouvel écosystème, avec toute la liberté, mais aussi toute la responsabilité que ça implique? C'est de la réponse à cette question que découlera tout le reste.